Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire organisé par Platinum 3D et ses partenaires et merci pour votre participation. Le thème de ce webinaire est la chaîne de valeur de la fabrication additive. Nous avons prévu pour ce webinaire de passer 30 minutes de présentation puis 10 minutes de questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat tout au long des présentations. Le but de ce webinaire est de vous présenter la chaîne de valeur de la fabrication additive et de présenter les compétences des partenaires de Platinum 3D ainsi que les moyens à disposition. Les intervenants présents aujourd'hui pour ce webinaire sont Laurent Weutz pour le CIRIS en Belgique, Hervé Bonnefoy pour Platinum 3D à Charleville-Mézières, Pascal Lafont pour l'Université technologique de Troyes. On retrouvera ensuite Hervé Bonnefoy pour une seconde présentation, toujours pour Platinum 3D. Nous retrouverons ensuite Delphine Ozen pour le CRIT MDTS de Charleville-Mézières et enfin Samir Alaoui pour l'ESIN de Charleville-Mézières. Nous avons la chance d'accueillir pour ce webinaire et en message d'ouverture Christophe Eschenbrenner. Donc Christophe Eschenbrenner est le président de France Additive. France Additive est une association qui a pour but de structurer la fabrication additive en France. Donc Christophe nous fait l'honneur d'un message d'ouverture. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Christophe. Donc Christophe, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis Christophe Eschenbrenner, le président de l'association France Additive, une association française dédiée à la filière impression 3D. C'est avec plaisir que j'ouvre ce webinaire et je remercie toute l'équipe Platinum 3D pour son invitation. C'est l'un de nos dynamiques adhérents. Alors, où en sommes-nous en France en termes de fabrication additive? Après les phases de recherche et d'apprentissage, la fabrication additive, tout particulièrement en métal, entre dans une phase industrielle. Les machines ont progressé, de nombreux matériaux sont disponibles, des logiciels de conception et de production sont matures. Pour preuve, un très grand nombre d'applications dans des secteurs d'activité variés, tels que l'aéronautique, le naval, le ferroviaire, mais aussi le médical, les biens de consommation, les produits de luxe et d'autres secteurs. Ceci est vrai tant pour les pièces neuves que pour des pièces détachées et même pour des services de type réparation. Mais, vous me direz comment réussir son projet dans son entreprise. Eh bien, il y a un élément clé, c'est l'humain. Tout ceci n'est possible que si vous disposez de talent et que vous êtes bien accompagné. L'humain est véritablement la clé de la réussite, de l'adoption de la fabrication additive pour votre activité. Avec Platinum 3D, qui est une plateforme scientifique mais aussi technologique, vous disposez d'équipes de proximité disposant d'un outil excellent en termes d'accompagnement et ceci vraiment en mesure de former vos équipes et d'industrialiser vos différents projets, par exemple des outillages ou des pièces d'usure ou des pièces de grande dimension. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et à prochainement dans les Ardennes. Merci beaucoup Christophe pour votre message très clair. Effectivement, vous nous avez déjà fait l'honneur de participer à 2 symposiums à Charleville-Mézières et on espère effectivement vous retrouver pour la 6e édition du symposium dès que possible. Donc avant de passer aux différentes présentations, je vais vous présenter un exemple de chaîne de valeur de la fabrication additive. Donc très rapidement sur un exemple. Donc l'exemple qui suit, on part d'une poudre pour arriver à une pièce réalisée en fabrication additive avec des fonctions spécifiques à la fabrication additive. Et donc pour décomposer cette chaîne de valeur, on retrouve la partie matériaux, ensuite la partie conception pour intégrer tous les avantages de la fabrication additive dans la pièce, la partie simulation pour valider la conception, ensuite bien la partie fabrication, la partie post-traitement et enfin la partie contrôle pour valider l'intégrité de la pièce et sa fonctionnalité. Je vais maintenant pouvoir passer la parole à Laurent Weutz du CIRIS en Belgique
pour le premier maillon de la chaîne de valeur, le maillon matériaux. Donc Laurent, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Vaut de Thierrys. Je vais donc débuter en parlant des matériaux. Alors les matériaux sont importants évidemment dans tout le process, mais en particulier dans les fabrications additives, étant donné qu'on va modifier l'état de la matière pendant sa phase de mise en forme. C'est-à-dire qu'on va passer par exemple de l'état de poudre à l'état solide. Et donc à chaque étape de cette fabrication, et c'est le premier message, les matériaux vont être affectés par ces manipulations et ces modifications vont impacter directement les propriétés du matériau pendant sa phase de mise en œuvre, mais aussi sur les pièces finales. Donc vraiment un point essentiel pour suivre et obtenir des pièces de qualité. Alors pour arriver à cet état de qualité, 3 points: prévenir et protéger, donc mettre en place les consignes et les procédures pour limiter les risques d'erreurs et de contamination. Deuxième point, détecter, donc définir des analyses rapides de la matière première aux différentes étapes pour suivre la qualité et maîtriser les différentes étapes. Et troisièmement, pour arriver à détecter, et après avoir détecté, c'est corriger et définir ces actions correctives pour soit reconditionner le matériau, soit l'écarter, soit modifier les paramètres machine. Donc vraiment, vraiment important. Alors, les tendances dans les matériaux polymères comme pour les matériaux métalliques, on constate que les matériaux sont de plus en plus techniques, c'est-à-dire qu'on va vers des matériaux des applications à haute valeur ajoutée, le PIC par exemple. On a des matériaux composites avec des fibres longues, aussi dans l'idée d'évoluer vers des meilleures performances. Les résines qui sont de plus en plus performantes en termes notamment de durée de vie et de vieillissement, mais également en termes de productivité. Et l'implication des géants de la chimie, notamment dans les poudres, mais aussi dans les filaments, avec l'espoir d'une gamme de matériaux plus important et une qualité en nette amélioration. Pour les matériaux métalliques, même chose, donc des matériaux qui sont en pleine évolution avec des matériaux très technologiques pour des pièces à haute valeur ajoutée, notamment des matériaux spécifiques qui sont développés pour la haine, des nouvelles opportunités, notamment dans le domaine électrotechnique, par exemple, j'ai pris l'exemple ici des matériaux magnétiques, la mise en œuvre des matériaux magnétiques, mais également les impressions multimatières, avec ici le cas d'Aerotzin en laser beam melting. Au niveau de la chaîne de la valeur que l'on peut vous proposer dans les matériaux, donc on a d'une part la partie formulation et fabrication des polymères renforcés, donc sur la gauche, avec toute la chaîne de la valeur qui correspond, je dirais, à la forme de la formulation jusqu'à l'état matière, filament ou pellet. Et sur la droite, toute la partie vraiment process, où on va vérifier la printabilité, l'optimisation des paramètres pour arriver à utiliser la matière de manière correcte. Donc vous avez ici toute la chaîne de la valeur des polymères. Enfin, je l'ai déjà suffisamment insisté, les moyens de laboratoire pour caractériser les poudres et leur suivi, donc avec sur la gauche le laboratoire de caractérisation des poudres de Thierys, avec des équipements très spécifiques, et sur la droite, le CRIT, notamment avec des granulomètres laser qui permettent aussi de suivre et de caractériser la poudre. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire au niveau des matériaux. J'espère vous avoir mis en évidence les quelques points importants et je vous laisse à la suite. Merci. Merci beaucoup Laurent pour votre présentation très claire. Second maillon de la chaîne de valeur, la conception. Pour ce maillon, je vais donner la parole à Hervé Bonnefoy de Platinum 3D. Donc Hervé, la parole est à toi. Merci Bruno. Je vais rappeler quelques principes. La fabrication additive consiste à fabriquer un produit par lot de matière, couche par couche, à partir d'un fichier numérique appelé DFN. Cette technologie disruptive remet en cause les règles de conception traditionnelles et cette DFN est réalisée à partir d'un logiciel de CAO intégrant souvent un module spécifique pour la fabrication additive. Analysons donc les différentes typologies de fabrication. On peut faire des prototypes pour valider des formes, des fonctions. On peut faire des outillages de forge, de fonderie, de plasturgie. On peut faire de la production en série pour des pièces métalliques ou des pièces en polymère. Et on peut réparer donc des pièces ou des outillages à haute valeur ajoutée. En conception, donc, il existe également différentes typologies. On va travailler ici donc, en ISO design. On va travailler ici en reconception complète, en intégrant de nouvelles fonctions ou à partir d'un design génératif.
Pour ce faire, donc, on va prendre un exemple pour illustrer donc les différentes conceptions possibles. Vous voyez en couleur donc les différentes surfaces fonctionnelles auxquelles il faut ajouter donc un circuit de refroidissement qui doit donc épouser l'alésage vert avec un diamètre de 6 mm et la pièce ici donc est soumise à une charge axiale et radiale. Première donc solution, donc nous travaillons ici en conception traditionnelle, donc cette pièce sera usinée, donc la DFN sera conçue à partir de formes canoniques qui sont donc des perçages, des alésages, des poches, et à la fin donc cette pièce donc produite donc sur un stand d'usinage va nous donner ici un coût de 500 €, mais par contre le système de refroidissement est très peu efficace. L'autre solution, on travaille ici donc en isoconception. On va reprendre donc la DFN de l'usinage sur lequel donc on va maintenant prendre un procédé de fabrication additive. Il faut au préalable donc appliquer donc les règles métiers inhérents à ce procédé, qui sont ici rechercher des sections lasées minimales, donc rechercher des supports minimums, bien vérifier que les fumées et les scories sont évacuées et ensuite préserver donc le joint d'irricoteur. Donc, ceci étant dit, donc, la pièce nous coûte 1 900 € et à la fin, vous avez ici une reprise par usinage et également, vous avez des contraintes résiduelles donc très élevées. La troisième solution, donc ici on fait de la reconception, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle du design for additive manufacturing, donc on applique une méthode particulière pour les pièces de fabrication additive. Pour ce faire, donc il faut appliquer donc différentes règles. Ce que l'on fait, donc on repart d'un cahier des charges, on repart donc des surfaces fonctionnelles et on va rechercher des épaisseurs minimales, on va rechercher des surfaces autoportantes, on va rechercher donc également des supports minimums et tout ceci donc nous donne cette forme de pièce. À la fin, donc, la pièce coûte 720 € et à la fin, nous avons ici donc un système de refroidissement donc très efficace. Par contre, nous avons ici une reprise par usinage. Dernière solution, c'est le design génératif. Donc, ce design, c'est la combinaison donc, de l'intelligence artificielle, de nouveaux algorithmes et des puissances, des stations de calcul qui font qu'à partir des conditions, on peut générer donc, un nombre considérable de modèles et ensuite l'optimiser pour trouver donc, la meilleure solution. Donc, en conclusion, on remarque qu'il existe donc une démarche spécifique de conception pour la fabrication additive, que la fabrication additive et l'usinage sont complémentaires, que la méthode de design for additive manufacturing plus la fabrication additive peuvent permettre de répondre aux grands défis de la transition écologique de demain et que le design génératif et la fabrication additive étaient un duo gagnant pour produire des pièces donc complexes au moindre coût. Merci. Merci beaucoup Hervé. Troisième maillon de la chaîne de valeur, la simulation. Pour ce maillon, je vais donner la parole à Pascal Lafont pour l'Université technologique de Troyes. Bonjour, je m'appelle Pascal Lafont, je suis professeur de mécanique à l'Université de technologie de Troyes et je fais ma recherche au laboratoire des systèmes mécaniques et d'ingénierie simultanée. Je vais vous parler des compétences en simulation numérique des partenaires de Platinum 3D. La simulation numérique est absolument aujourd'hui indissociable de la fabrication additive. Elle permet de nombreuses activités autour de ce procédé, à la fois en amont et en aval du procédé. Elle permet par exemple de faire de la synthèse optimale de structure, ce qu'on appelle optimisation topologique. Elle permet de prédire le comportement et les performances en service de la pièce fabriquée et elle permet également d'optimiser le procédé tout en fonctionnalisant le matériau qui sera ainsi fabriqué. Alors concernant la synthèse optimale de structure, ce qu'on appelle donc optimisation topologique, on a ici un exemple d'une structure qui sera optimisée, dont la forme sera optimisée pour garantir par exemple ici une masse la plus réduite possible et également un certain niveau de performance mécanique. L'enjeu ici, dans le cadre de la fabrication additive, étant en fait d'orienter et d'adapter la forme aux spécificités du processus de fabrication additive qui dépend de la technologie qui sera mise en œuvre pour fabriquer cette pièce. Dans le même type d'application de la simulation numérique, on montre ici des travaux effectués pour
tenir compte de manière assez étroite du procédé de dépôt par fil fondu, où on a cherché en fait à avoir une structure interne en forme de treillis qui permettent d'accélérer la fabrication de la pièce en évitant d'avoir à interrompre le dépôt du filament. Donc on a un dépôt continu du filament tout en augmentant les performances mécaniques, donc c'est-à-dire en diminuant les contraintes mécaniques supportées par la pièce pour un effort donné et une géométrie donnée. Donc là, en fait, le treillis est optimisé pour satisfaire ces contraintes de conception sur la pièce. La fabrication additive produit des matériaux dont les caractéristiques sont tout à fait particulières, notamment dans le cadre des matériaux métalliques, où on peut observer des porosités, des anisotropies du matériau, des changements de caractéristiques du matériau en fonction des procédés mis en œuvre. On a également affaire à des procédés qui en fait transforment le matériau de manière importante, notamment dans les processus de fusion. Et donc c'est important de pouvoir disposer de modèles de comportement à des échelles assez fines, multiphysiques, permettant de rendre compte de ces différents phénomènes pour prédire le comportement en service du matériau et donc prédire les performances de la pièce une fois que cela sera fabriqué. Donc on a ici un exemple d'une éprouvette obtenue par un procédé de type SLM sur lequel en fait on a appliqué un modèle de comportement permettant de prédire ce qui va se passer dans l'éprouvette à une échelle assez fine. La simulation numérique permet également de préparer et d'optimiser le procédé de fabrication additive tout en fonctionnalisant le matériau, ce qu'on appelle aujourd'hui les smart materials. Et on a ici un exemple d'une structure dans laquelle on a établi le champ de contraintes. À partir de là, on a choisi d'optimiser les trajectoires de dépôt de fil fondu pour suivre ces directions principales de contraintes. Et ce faisant, on a un processus optimisé et on s'est aperçu qu'en fait, on pouvait augmenter de manière significative les performances mécaniques de la pièce en service, tout en n'utilisant pas plus de matériaux que dans le cas d'un procédé classique de dépôt. Donc on a ici un matériau optimisé en fonction des performances souhaitées sur la structure. Enfin, la simulation numérique permet également d'explorer un grand nombre de solutions possibles de fabrication qui seraient beaucoup trop coûteuses et longues à explorer de manière pratique en fabriquant les prototypes. Et on a ici par exemple un travail dans lequel on est capable de trouver le meilleur compromis pour une pièce à fabriquer entre la masse de matériaux engagés, donc cela comprend également bien sûr la masse des supports nécessaires à la fabrication de cette pièce, et le compromis avec le temps de fabrication. Donc on montre ici que la simulation numérique va nous permettre d'explorer un très grand nombre de solutions, plusieurs milliers de solutions explorées en des temps assez brefs, pour permettre d'élaborer le meilleur compromis dans le cadre de cet exemple. Voilà un extrait des compétences sur la simulation numérique de l'ensemble des partenaires de Platinum 3D. Merci. Merci Pascal pour votre présentation. Quatrième maillon de la chaîne de valeur, la fabrication. Pour la partie fabrication, nous retrouvons Hervé Bonnefoy pour Platinum 3D. Donc Hervé, je te laisse la parole. Merci Bruno. Platinum 3D et l'ensemble des partenaires disposent des 7 technologies de fabrication additive. La première, donc SLS, donc fusion sélective sur un lit de poudre de polymère. Cette fusion se fait ici donc par un laser. Les matériaux mis en œuvre sont en général du polyamide 12, du polyamide 11, du TPU, et les principales applications sont des prototypes, des séries de pièces, mais également des démonstrateurs. Haute technologie, donc SLM, donc fusion sélective, soit par laser, soit par faisceau d'électrons, sur un lit de poudre métallique. Il existe donc une gamme de matériaux métalliques importante, et les principaux matériaux sont des aciers maragines, des alliages d'aluminium, de l'inconel, de l'inox, des alliages de titane. Et là encore, les applications, pièces de production, pièces de rechange et de nombreux outillages.
L'autre technologie, donc, et c'est là, donc, la stéréolithographie consiste ici donc à polymériser une résine photosensible à partir donc soit d'un laser ou soit par flashage. Là encore, il existe de nombreuses résines, donc des résines chargées, des résines calcinables ou des résines dédiées au médical. Les applications sont des prototypes et des outillages. Ensuite, le binder jetting. Donc, le principe, c'est déposer donc un liant de manière sélective sur un lit de poudre. La poudre peut être métallique, peut être de la céramique ou également du sable. L'application à l'écran, donc, c'est une imprimante 3D sable avec ici donc un liant phénolique. L'intérêt de cette machine, c'est que l'on fait ici donc des moules de grande dimension et que l'on peut bénéficier de la large gamme de matériaux disponibles en fonderie. Ensuite, le procédé donc DED, donc le dépôt direct. Pour ce dépôt direct, donc la fusion est assurée donc soit ici donc par un laser ou soit assurée par un faisceau d'électrons. Le matériau est soit sous forme de poudre ou soit sous forme de fil. Les principales applications, ce sont des rechargements d'outillage, la fonctionnalisation des surfaces, on peut même faire des matériaux à gradient fonctionnel et la réparation de pièces à haute valeur ajoutée. Les matériaux mis en œuvre, ce sont des bases fer, des bases nickel, des bases cobalt, dans lesquelles on peut inclure des carbures métalliques. Nos partenaires disposent également d'autres équipements, notamment des systèmes donc FDM. La première imprimante ici donc permet de mettre en œuvre des composites à fibres longues. La seconde imprimante permet de mettre en œuvre du silicone. Et les deux autres machines utilisent directement donc des granulés de polymère. Donc ces machines sont équipées d'une vis de plastification et d'une tête d'impression. Ces machines font aussi bien donc des pièces en polymère que des pièces en matériaux métalliques. Les pièces donc en matériaux métalliques devront subir un traitement de post-traitement, notamment donc un déliantage ainsi qu'un frittage. D'autres équipements, donc la M-Core, donc basée sur le principe de la stratoconception. Là ici, c'est l'empilage de feuilles couleur. Ensuite, la machine Arcam, un petit peu similaire à une machine SLM, sauf que la fusion donc se fait ici par un faisceau d'électrons. La machine ici objet donc permet donc d'avoir de nombreux matériaux présentant des propriétés de flexibilité, de rigidité, de transparence. Et le dernier procédé, donc le procédé WAM, donc un procédé qui permet de faire des pièces de grande dimension avec de nombreux matériaux et à partir donc des têtes de soudage. En résumé, donc, quelles sont nos activités, quelles sont nos missions? C'est maîtriser donc les procédés de fabrication additive, c'est optimiser donc les paramètres de fabrication afin de respecter la qualité et d'avoir donc des coûts minimums. C'est expérimenter donc en permanence de nouveaux matériaux, de nouveaux concepts, de nouveaux designs. C'est également donc à partir de nos productions, c'est donc avoir des retours d'expérience pour améliorer, élaborer de nouvelles règles métiers. Et pour finir, c'est hybrider donc les technologies de fabrication additive afin d'innover. Merci. Merci beaucoup Hervé. Cinquième maillon de la chaîne de valeur, le post-traitement. Pour ce maillon, donc, nous allons retrouver Delphine Ozen pour le CRIT MDTS de Charleville-Mézières. Delphine, la parole est à toi. Merci Bruno, bonjour à tous. Je vous présente donc ce matin les post-traitements en fabrication additive. Principalement, je vais présenter les déliantages, les fritages, puis ensuite quelques exemples de traitements thermiques, suivis de quelques exemples de traitements mécaniques de surface. Il y en a bien sûr bien d'autres. Là, ce matin, ce n'est qu'un échantillonnage qui vous est présenté. Concernant le déliantage et le fritage, je souhaitais les repositionner dans les procédés PIM-like, dans l'impression 3D. En fait, ils interviennent justement après procédé PIM-like. Le procédé PIM-like est un procédé similaire au procédé PIM, c'est-à-dire un procédé où l'étape de mise en œuvre était faite par injection. Là, ici, la mise en œuvre est faite par impression 3D. On utilise pour l'impression 3D des feedstocks, c'est-à-dire des composites de matière chargée à partir de liants organiques avec de la poudre métallique ou céramique.
Et donc, le déliantage et le frittage interviennent juste après pour pouvoir réaliser des pièces 100% métalliques ou 100% céramiques. Alors, pour le déliantage, cette étape consiste à éliminer le liant de notre pièce. Donc, pour obtenir une pièce dite brune qui sera friable, fragile à manipuler avec précaution, comme on peut le voir sur les microphotographies. Il y a différents procédés de déliantage, thermique, au solvant ou catalytique. Le but étant de solubiliser le liant ou de le sublimer pour l'éliminer. On perd à peu près entre 3 à 10% de liant en masse. Une fois cette opération faite, on passe à l'étape de frittage, qui est l'opération de densification. On frite en phase solide, c'est-à-dire que jamais on va rentrer en phase liquide de notre poudre métallique ou céramique. On a des températures qui sont de l'ordre de 1000-1250 degrés, différentes atmosphères de gaz pour protéger de l'oxydation des grains de poudre métallique, ou également céramique, on peut friter sous atmosphère protectrice également, et on va donc avoir un retrait de l'ordre de 20% lorsque on va densifier notre pièce. On obtiendra donc une pièce dite dense, avec un tout petit peu de porosité fermée, avec une microstructure vraiment répondant à la nuance que l'on a souhaitée. Maintenant, passons au traitement thermique des métaux. Le but de ces traitements thermiques est multiple. Il est là pour améliorer les propriétés mécaniques des métaux, donc homogénéiser et durcir les surfaces, ou à cœur aussi. Détentionner les contraintes internes générées par l'impression ou le procédé de mise en œuvre, diffuser jusqu'à quelques millimètres de profondeur depuis la surface des atomes de carbone, d'azote, par exemple, pour améliorer les propriétés des matériaux. Et densifier par des traitements à haute température et à haute pression pour fermer les porosités résiduelles dues à l'impression, comme on vient le voir avec le procédé de frittage. Donc, ça s'appelle des procédés de traitement Hip Hot Isostatic Pressure ou compactage isostatique à chaud en français. Là, ici, deux exemples. L'exemple 1 est un traitement de trempe revenue sur un acier de 42 CrMO4 qui a permis finalement de doubler la résistance mécanique, de tripler la dureté et d'avoir une taille de grain plus fine. L'exemple 2 est un vieillissement d'un acier Maraging qui a été imprimé par SLM qui permet également d'augmenter la dureté de 35 à 52 HRC. Pour finir sur cette paragraphe, sur cette partie de post-traitement, voici des traitements mécaniques de surface qui concernent donc le dépoudrage des pièces imprimées, le grenaillage et également tous les traitements de tribofinition pour diminuer l'état de surface que l'on peut obtenir après impression 3D. J'ai terminé pour cette partie. Merci Bruno, je te redonne la parole. Merci beaucoup Delphine pour ta présentation. Dernier maillon de la chaîne de valeur, le contrôle. Donc pour la partie contrôle, nous retrouvons Samir Alaoui pour l'ESIN de Charleville-Mézières. Samir, je te donne la parole. Bonjour à tous. La dernière brique de la chaîne de valeur, c'est le contrôle. Dans cette phase, on va chercher à identifier l'effet du couplet procédé matière première sur la qualité du matériau et de la pièce, et ce à travers différentes caractérisations qu'on peut classer en trois grandes familles. Les caractérisations dimensionnelles et géométriques, les caractérisations de la qualité du matériau et les caractérisations multiphysiques. Les partenaires du consortium disposent d'une large gamme d'équipements et de techniques de mesure pouvant répondre à ce besoin. Dans ce qui suit, je vais vous présenter pour chacune des familles quelques exemples de mesures et d'équipements. Pour ce qui est du contrôle dimensionnel et géométrique, on cherchera essentiellement à identifier et mesurer les écarts et les différences dimensionnelles, géométriques, voire d'état de surface entre la pièce fabriquée additivement et le modèle CAO original. Ces différences pouvant être générées, par exemple, par des distorsions thermomécaniques lors du procédé. Pour ce qui est de la caractérisation dimensionnelle, on peut par exemple venir scanner avec un bras laser la pièce en fonction de son envergure. Ce scan va nous permettre d'obtenir un fichier STL qui sera superposé avec la CAO originale et ainsi obtenir automatiquement une cartographie des écarts. Lorsque la pièce dispose de zones avec des résolutions de l'ordre du micromètre, donc assez faibles, voire des détails non accessibles au palpeur, à ce moment-là, on privilégiera plutôt un scan en utilisant un tomographe. Vous trouverez ci-dessous quelques équipements qu'on peut utiliser dans cette caractérisation. Pour ce qui est du contrôle de la qualité du matériau, à ce niveau-là, on va chercher à analyser les défauts induits par le procédé. Ces défauts pouvant se présenter sous forme d'inclusion,
comme ici, où on a une inclusion de maragine dans un aluminium obtenu par SLM qui est généré par un changement de matière première dans la machine. On peut aussi identifier ou cartographier les porosités dans un matériau, comme c'est le cas ici dans le cadre d'un composite à base de carbone, où on a des porosités qui sont dues à un problème ou un manque de coalescence du polymère. Voire aussi, dans le cadre d'un manque de fusion pour les métaux, on peut identifier ces zones-là à travers des mesures ultrasoniques. De la même façon, on peut aussi aller mesurer la composition chimique, voire microstructurale d'un matériau en utilisant des mesures DRX. Vous trouverez de la même façon ci-dessous quelques équipements utilisables dans cette catégorie. Pour ce qui est du comportement multiphysique, à ce niveau-là, on va chercher à caractériser typiquement le comportement mécanique qui soit en statique, par exemple, dans le cadre d'une caractérisation en traction, voire en fatigue. On peut aussi faire des caractérisations rhéologiques, comme ici, où on a une ATG de filaments polymères, voire des caractérisations thermophysiques, tout cela pouvant se faire à des conditions variables. Les équipements disponibles au sein des partenaires sont tellement divers et variés qu'on ne peut les lister. Donc, ce que je vous présente ici, c'est juste une synthèse assez brève de ces équipements-là. Enfin, on peut aussi être amené à caractériser des caractéristiques spécifiques en utilisant des moyens qui soient commerciaux ou développés au sein de nos entités. On peut citer de la dureté, de la microdureté, de la non-indentation. Ici, je vous présente deux exemples types. On va avoir, par exemple, le nano-scratch test où on va tester la résistance des couches minces, voire des caractérisations in situ où on va caractériser sous tomographe avec une observation des déformations dans le volume. Merci beaucoup Samir pour ta présentation. Donc c'était donc la dernière présentation de la chaîne de valeur. Merci à tous les intervenants. J'espère que toutes les interventions auront été très claires pour tous les participants à ce webinaire. Vous aurez bien entendu compris que pour la chaîne de valeur de fabrication additive, cela requiert de nombreuses compétences. Platinum 3D et les partenaires présents aujourd'hui sont capables de vous accompagner sur une partie de la chaîne de valeur, voire la totalité de la chaîne, au travers de projets ponctuels, de projets de R&D, de projets collaboratifs, mais également dans le cadre de formation. Tous les partenaires sont capables d'assurer de la formation, mais également le campus des métiers et des qualifications pour les procédés et matériaux innovants, avec le pôle formation de l'UIMM de Champagne-Ardenne et le lycée Bazin de Charleville-Mézières. Donc, pour conclure, vous pouvez vous appuyer pour la partie matériaux sur le CIRIS et le CRIT MDTS, pour la partie conception sur Platinum 3D et sur l'ESIN, pour la partie simulation sur l'UTT et l'ESIN, pour la partie fabrication sur Platinum 3D, sur l'Institut de soudure qui n'a pas présenté aujourd'hui mais qui fait bien partie de nos partenaires, et sur le CIRIS, pour la partie post-traitement sur le CRIT MDTS et Platinum 3D, et pour la partie contrôle sur le CRIT MDTS et l'ESIN de Charleville-Mézières. Donc merci à toutes et à tous de votre participation à ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay sur les plateformes très prochainement. Nous allons pouvoir maintenant passer à la phase de questions-réponses pour lesquelles nous allons accorder une dizaine de minutes. Toutes les questions qui n'auront pu être répondues pendant cette phase le seront par email prochainement. Et donc, le temps de récupérer les différents intervenants en ligne, nous allons pouvoir passer à la phase de questions. La première question qui nous a été posée concerne le maillon matériaux. Donc, la question est la suivante. Donc, quelles sont les règles de reconditionnement du matériau pour les poudres? Donc, peut-être Laurent pour cette question. Oui, donc bonjour. Donc voilà, alors au niveau du reconditionnement des matériaux, donc pour les poudres, donc ça va dépendre évidemment si c'est des poudres métalliques ou polymères, hein, donc il y a des différences. En fait, ça va dépendre de chaque matériau. Il y a des caractéristiques qui vont varier d'un matériau à l'autre, et donc il faut vraiment analyser par matériau à partir de quand le matériau est encore acceptable ou pas en termes de granulométrie, en termes de répartition, etc. Le taux d'humidité, l'oxydation. Et donc toutes ces règles-là doivent être déterminées par matériau pour pouvoir mettre en place des règles correctes de suivi. Et donc pour reconditionner,
typiquement, c'est souvent un mélange de batch de renouvellement matière et on doit suivre ce mélange entre de la poudre déjà utilisée et de la poudre neuve. Bon, il y a une limite évidemment, on peut pas. Il arrive un moment où le batch n'est plus bon. D'accord, très bien. Merci Laurent. Une seconde question donc, concernant la conception. Quels sont les domaines d'application des pièces réalisées à isoconception? Donc Hervé pour cette question. Oui, donc en général, donc c'est réservé donc pour les pièces de rechange où il faut donc réaliser les pièces très rapidement. Mais également, il y a un domaine intéressant également, c'est la restauration et la rénovation donc de vieilles voitures ou également de bâtiments sur lesquels donc il faut refaire de la ferronnerie. Hein. Voici donc les deux applications les plus importantes à ce niveau-là. D'accord, merci Hervé. Une question maintenant sur le post-traitement. Le retrait lié au frittage est-il isotrope? Ah oui, c'est une très bonne question. Donc le retrait au moment du fritage, oui, il est isotrope. Bien sûr, après, lors de la fabrication 3D, on a des variations en Z et là, on peut avoir des différences entre le Z et le XY. D'accord, merci Delphine. Une question concernant la simulation numérique. Faut-il impérativement reconstruire la pièce après la géométrie obtenue par optimisation topologique avant de lancer l'impression? Oui, merci pour cette question. Effectivement, il faut très fréquemment reconstruire la pièce, hein, en tout cas reconstruire la géométrie de la pièce après optimisation topologique, hein, parce que ces méthodes d'optimisation sont basées sur les éléments finis. Donc, ce sont des petites briques élémentaires qu'on appelle éléments, qui sont de forme cubique ou tétraédrique. Et donc, il s'agira ensuite d'obtenir un lissage de la surface extérieure de la pièce pour pouvoir la fabriquer dans les meilleures conditions possibles. Donc là, de nombreux outils permettent de faire cette opération en réglant quelques paramètres permettant d'avoir un lissage plus ou moins prononcé et donc d'avoir une pièce vraiment fabricable avec les procédés classiques de fabrication additive. Très bien, merci Pascal. Ensuite, une question concernant le maillon contrôle. Quelles sont les méthodes ou moyens pour mesurer la porosité des pièces? Samir, peut-être. Merci Bruno. Les méthodes les plus utilisées pour la mesure de la porosité, c'est essentiellement de passer par la tomographie, qui donne quand même une bonne résolution et qui permet aussi d'obtenir une cartographie, une distribution de l'ensemble des porosités sans pouvoir pour autant détruire la pièce. Après, on peut faire aussi par la pesée ou autre, hein, donc, mais là, c'est moins précis. Donc, la tomographie est la meilleure technique pour ce faire. Très bien, merci Samir. Une question concernant la fabrication. Comment définir la capacité des machines et leur suivi? Hervé, si tu veux répondre. Je vais essayer de répondre. Oui, donc ça, c'est un petit peu le point critique de la fabrication additive. Il faut déjà commencer par contrôler donc les intrants. Si vous prenez donc une machine SLM, il faut contrôler donc les propriétés donc des poudres, hein, et notamment aussi donc le taux d'humidité. Donc ça, c'est un contrôle avant. Ensuite, il y a des contrôles donc in situ. Les machines sont de plus en plus équipées donc de capteurs, de plus en plus de caméras, et donc pendant le processus, donc on peut mesurer la température de fusion du bain. On peut également donc analyser la géométrie donc du bain de fusion, sa longueur et puis sa profondeur. Et également donc pendant le process, la machine enregistre une quantité énorme de data, et ces data donc peuvent être dépouillées afin d'extraire de la connaissance et maîtriser le process. Après, il y a aussi des contrôles avant la fabrication, notamment donc les systèmes optiques. On peut donc faire un contrôle à partir donc d'un papier thermique sur lequel on vient tracer donc faire des marques donc sur un papier par le laser. Et là, on peut aussi donc voir la qualité du laser. Et ensuite, il y a le contrôle donc final. Quand vous réalisez les pièces, vous avez forcément donc des éléments donc réels sur lesquels on peut mesurer donc tout ce qui est état de surface, tout ce qui est donc dimension, et on peut faire des capacités, enfin sortir des écarts types et faire des capacités, sachant que on n'a pas souvent des grandes séries, mais la capacité court terme, on peut la faire sans problème. Très bien, merci Hervé. De nouveau, une question concernant le maillon matériaux. Quels sont les équipements nécessaires pour manipuler les matériaux métalliques? Oui, donc alors au niveau manipulation pour le contrôle, ou bien vous voulez dire au...
Je pense qu'on peut répondre sur la manipulation au niveau des opérateurs, je pense. D'accord. Alors, au niveau des opérateurs, il faut évidemment, dans les matériaux métalliques, il y a déjà des matériaux, des poudres qui sont évidemment dangereuses. Donc, il faut toute une série de précautions à prendre pour leur manipulation pour éviter des problèmes d'explosion ou autre. Donc, tout un parc d'équipements qui doit être prévu pour manipuler ces poudres-là. Il faut suivre un des points principaux, le taux d'humidité de la poudre. Donc, il y a moyen d'installer des capteurs dans des réservoirs aussi pour suivre cette humidité, je dirais en direct, plus des essais laboratoires. Il y a toute une série vraiment d'équipements à mettre en place pour manipuler ces poudres. Pour en sortie pièce aussi, il faut faire attention au niveau sécurité aussi, de bien aspirer les poudres et aussi, si on veut les recycler, de faire attention évidemment à toutes les contaminations et au milieu dans lequel on travaille. Et aussi, ne pas oublier, lorsqu'on travaille, qu'on nettoie les pièces, bien souvent on néglige un peu ce point-là, c'est que manipuler des poudres, ça peut être dangereux pour les opérateurs. Donc, de mettre en place, et notamment lors du nettoyage, quand on croit qu'il n'y a plus beaucoup de poudre, en fait, il y en a toujours un petit peu qui reste, de faire très attention sur cet aspect-là aussi au niveau sécurité pour les opérateurs, donc de travailler éventuellement dans des boîtes à gants ou des zones, je dirais, sécurisées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, merci Laurent. Une question concernant de nouveau la conception. Quels sont les logiciels qui intègrent des modules sur la fabrication additive ainsi que l'implémentation des règles métiers? Oui, actuellement, donc, tous les logiciels ont un module sur la fabrication additive. Donc, il y a forcément les produits les plus courants de chez Dassault, de chez Autodesk, de chez Siemens. Parfois, la difficulté, c'est pour intégrer les règles métiers. C'est pas toujours facile. Mais donc, tous les logiciels actuellement sur le marché intègrent ce module de fabrication additive. Très bien, merci Hervé. Une question concernant le contrôle. La mesure de l'état de surface des pièces obtenues en fabrication additive se fait-elle avec des appareils conventionnels? Merci Bruno. Oui, effectivement, la mesure de l'état de surface se fait avec des moyens conventionnels, je dirais commercialisés, style profilomètre. Après, on peut potentiellement être amené à mesurer ces états de surface dans des zones non accessibles pour les équipements, puisque ces équipements-là fonctionnent pas mal avec des palpeurs. Là, il faut contourner le système, passer par des moyens de mesure peut-être volumiques. On peut, par exemple, envisager de passer par un tomographe dans lequel on va récupérer, il faut que ce soit un nanotomographe, donc avec une précision assez élevée, on va récupérer les volumes intérieurs. Là, il faut repasser une deuxième fois par un post-traitement derrière, donc c'est un peu lourd. Mais classiquement, sur les géométries, on va plutôt utiliser des moyens conventionnels. Très bien, merci Samir. Donc pour clôturer cette phase de questions-réponses, une dernière question qui concerne le post-traitement. Le déliantage et le frittage peuvent-ils se faire en une seule opération? Le déliantage et le frittage, effectivement, peuvent se faire on va dire en une seule étape, mais il faut toujours faire un premier déliantage au solvant ou préalable pour enlever une première partie de liant. Et ensuite, le déliantage thermique peut se faire dans le même four que le frittage. Merci à toutes et à tous pour l'intérêt porté à ce webinaire au travers de vos différentes questions. Vous étiez nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à revenir vers nous pour quelques sujets que ce soit. Vous recevrez prochainement un questionnaire de satisfaction accompagné d'un sondage pour nous permettre de déterminer vos centres d'intérêt, en déterminer des webinaires à venir. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera pour les prochains webinaires. En attendant, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.